Quand on évoque la France, on pense à la Tour Eiffel, aux rues romantiques, à la mode luxueuse et à une vie qui suscite l'admiration du monde entier. Mais derrière cette façade éclatante, se cache une France tout à fait différente. Un endroit où les rues sont bondées, où les déchets s'accumulent. Parfois où des rats apparaissent à chaque coin de rue et où le rythme de vie effréné rend tout étouffant. Alors, quelle est la véritable France? Explorons ensemble des faits intéressants et les facettes cachées de l'un des pays les plus célèbres du monde. Numéro 1. La vérité cachée derrière le Paris éclatant. Croyez-vous qu'un seul voyage à Paris puisse amener une personne en bonne santé à être hospitalisée à cause d'un choc psychologique? Depuis des décennies, Paris a été façonné par le monde entier comme un rêve, à travers les films, les publicités et les cartes postales. La capitale française apparaît comme une ville parfaite, où les couples se tiennent la main en se promenant au pied de la Tour Eiffel, où de petits cafés sont couverts de fleurs, où le son de l'accordéon résonne dans les rues pavées et où le métro à l'âge, 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 le métor, à l'âge, le métor, à l'âge, 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 le métor, à l'âge, le métor, à l'âge, le métor, à l'âge, à l'âge, le métor, à l'âge, le métor, à l'âge, à l'âge, le métor, le métor, à l'âge, le métor, à l'âge, le métor, à l'âge, le métor, La Seine scintille sous le coucher de soleil. Pour des millions de personnes à travers le monde, en particulier celles qui n'y ont jamais mis les pieds, Paris est presque devenu le symbole de la romance. Mais la réalité est bien différente de ce que nous voyons. Si vous vous promenez dans les rues de Paris à 8 heures du matin, il est très probable que vous vous retrouviez entassé dans un wagon de métro bondé, entendant le bruit des roues sur les rails et voyant des visages fatigués se précipitant vers leur travail. En sortant à la surface, ce qui vous attend pourrait ne pas être le son de l'accordéon, mais plutôt le bruit des klaxons des travaux de construction et une foule se bousculant dans les ruelles étroites. Dans de nombreux quartiers, les murs sont couverts de graffitis. Autour des poubelles débordantes, des sacs en plastique et des restes de nourriture sont éparpillés. Certaines entrées de stations de métro dégagent même une odeur d'urine. Même à quelques rues de la Tour Eiffel, vous pouvez croiser des vendeurs à la sauvette, harcelant les touristes, des pickpockets, profitant de la foule, ou des sans-abri dormant sur les trottoirs. Il y a même des rats. Oui, vous ne rêvez pas. Paris vit depuis longtemps avec une importante population de rats urbains. Ils peuvent apparaître dans les parcs autour des poubelles, le long de la Seine, et parfois à quelques rues des zones touristiques. Pour ceux qui viennent des banlieues tranquilles des États-Unis, où les rues sont larges, les maisons sont séparées, et voir des rats en plein centre-ville est assez rare. Paris dans la réalité peut être totalement différent de ceux qu'ils avaient imaginés, au point que certains en viennent à éprouver des symptômes tels que la panique, la désorientation, et nécessitent une assistance médicale. Ce phénomène a même un nom, le syndrome de Paris. Fait intéressant, cette maladie ne provient pas d'un Paris trop décevant, mais du fait que le monde a transformé Paris en un rêve trop parfait. Lorsque l'écart entre les attentes et la réalité devient trop grand, c'est le cerveau humain qui est le premier à ne pas supporter la pression. Mais, si ce n'était que des rues bondées, ou quelques rats, peut-être que Paris ne serait pas devenu une telle déception pour de nombreux touristes. Ce qui choque encore plus de gens, c'est la population locale. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. Un autre aspect de Paris que vous ne connaissez pas. Depuis notre enfance, nous sommes habitués à l'image d'un Français élégant, raffiné, toujours souriant, sirotant un café en terrasse et parlant avec une voix pleine de poésie. Pourtant, la réalité est tout autre. Vue de l'extérieur, la France est le symbole de la liberté et de l'égalité. Mais, après avoir vécu suffisamment longtemps ici, beaucoup réalisent que derrière ce tableau se cache une société avec des frontières invisibles,
que tout le monde ne peut pas franchir facilement. C'est particulièrement évident dans les banlieues, ces quartiers périphériques où se concentrent de nombreux immigrés et leurs descendants. À seulement quelques dizaines de minutes en voiture du centre de Paris ou de Lyon, la vie ici semble appartenir à un monde à part. Les vieux immeubles, un taux de chômage bien plus élevé que la moyenne, des opportunités d'emploi limitées et un sentiment d'être mis à l'écart de la société font que de nombreux jeunes grandissent avec l'idée qu'ils doivent fournir plus d'efforts que les autres juste pour avoir une chance égale. Cette accumulation de frustration a souvent transformé ces banlieues en épicentres de violence qui ont secoué la France. Cependant, la distance en France ne se limite pas à celle qui sépare le centre des périphéries, elle existe également sur le chemin menant au sommet du pouvoir. En théorie, toute personne compétente peut réussir. Pourtant, dans la pratique, la plupart des personnes occupant des postes clés au sein du gouvernement, des grandes entreprises ou de l'administration nationale proviennent d'un très petit groupe d'écoles prestigieuses, appelées grandes écoles. De nombreux présidents, ministres ou dirigeants d'entreprises ont presque tous suivi le même système éducatif. Cela a conduit de nombreux Français à comparer ce réseau à un club d'élite où la porte est toujours grande ouverte pour ceux qui en font partie, mais extrêmement difficile d'accès pour le reste de la société. Cette division se manifeste parfois de manière encore plus évidente dans un domaine dont les Français sont particulièrement fiers, le football. Après le titre de champion du monde en 1998, l'équipe de France a été célébrée comme un symbole d'un pays multiculturel, avec le slogan Black, Blanc, Beurre, signifiant que les Noirs, les Blancs et les personnes d'origine nord-africaine partagent le même drapeau. Cependant, de nombreux joueurs d'origine africaine et nord-africaine vivent une réalité très différente. Lorsqu'ils marquent des buts et aident l'équipe à gagner, ils sont acclamés comme la fierté de la France. Mais dès qu'ils jouent mal ou ratent un penalty, les réseaux sociaux se remplissent immédiatement de propos dénigrants sur leurs origines et leur couleur de peau. C'est pourquoi on entend parfois cette phrase amère. Quand on gagne, on est français, quand on perd, on redevient immigré. Ces controverses ont éclaté de manière encore plus intense en 2011, lorsque les médias français ont révélé le contenu d'une réunion interne de la Fédération française de football. Lors de cette réunion, les dirigeants ont discuté de la possibilité de limiter le nombre de jeunes joueurs ayant double nationalité dans les centres de formation, craignant qu'ils ne choisissent de représenter l'équipe nationale de leurs parents plutôt que l'équipe de France. Bien que ce plan n'ait pas été mis en œuvre, l'affaire a suscité un large débat sur les préjugés, l'identité et l'égalité des chances dans la société française. Numéro 3. Les zones d'ombre derrière l'indépendance des femmes françaises. Lorsqu'on évoque les femmes françaises, la plupart des gens pensent immédiatement à ces jeunes femmes, marchant dans les rues de Paris, vêtues d'un manteau élégant, un café à la main, menant une vie à la fois libre et enviable. Mais saviez-vous que derrière cette apparence toujours sereine, se cachent d'innombrables pressions? En France, rares sont ceux qui affirment ouvertement que les femmes doivent être très minces. Pourtant, la norme d'un corps élancé persiste discrètement dans la société. La femme idéale doit maintenir une silhouette svelte, tout en veillant à ne pas donner l'impression qu'elle essaie de perdre du poids. Elles doivent être belles de manière naturelle. Cette pression, qui semble légère, a conduit les professionnels de la santé à constater une augmentation des troubles alimentaires, en particulier de l'anorexie mentale parmi les jeunes. De plus, si vous êtes une femme française, on s'attend presque à ce que vous deveniez une femme parfaite, avoir un emploi stable, être financièrement autonome, bien élever vos enfants, prendre soin de votre famille, tout en conservant votre famille, attrait aux yeux de votre partenaire. Cela peut sembler normal, mais il est en réalité très difficile de maintenir un tel équilibre sur le long terme. Le matin, il faut amener les enfants à l'école, aller au travail à l'heure, faire des courses après le travail. Le soir, préparer le dîner, vérifier les devoirs des enfants, se souvenir des vaccinations, prendre des rendez-vous médicaux, préparer des cadeaux d'anniversaire pour les proches, avant de pouvoir enfin se reposer. C'est pourquoi en France un concept très célèbre a émergé, appelé la charge mentale. Même lorsque le mari est prêt à aider, avec les tâches ménagères, de nombreuses décisions restent à la charge de l'épouse, qui doit planifier, rappeler et organiser. Et le prix de cette capacité à tout faire est une augmentation du taux d'épuisement, due à la pression du travail et de la vie chez les femmes. Cependant, ce qui est investi ne reçoit pas toujours la reconnaissance correspondante.
Si vous pensez qu'un pays qui parle constamment d'égalité des sexes a également une majorité de femmes occupant des postes de direction, vous vous trompez. Pour avoir le temps de s'occuper de la famille, beaucoup de femmes sont contraintes de choisir des emplois à temps partiel. Cela aide à équilibrer la vie à court terme. Mais cela signifie aussi un salaire plus bas et moins d'opportunités d'avancement à l'avenir. La pression au travail n'est qu'un aspect. Bien que considérée comme l'un des pays pionniers en matière de droits des femmes, la France enregistre chaque année un grand nombre de violences faites aux femmes. Selon des rapports officiels, des centaines de femmes ont perdu la vie aux mains de leur mari ou partenaire ces dernières années, poussant le gouvernement à mettre en place de nombreux programmes d'aide d'urgence pour les victimes. Il est à noter que beaucoup de femmes ont gardé le silence pendant très longtemps, car lorsque la société s'attend toujours à ce que vous soyez forte, indépendante et capable de tout gérer, admettre que vous êtes victime devient parfois l'une des choses les plus difficiles à dire. Peut-être pour cette raison de plus en plus de femmes choisissent de vivre seules plutôt que d'entrer dans une nouvelle relation. Mais ce qui peut vous choquer encore plus en arrivant en France, c'est qu'elles ne sont pas du tout aussi polies et courtoises que l'on pourrait le penser. Au contraire, elles semblent avoir l'habitude de se plaindre de tout. Numéro 4. La culture de la plainte des Français. Les Français peuvent se plaindre de tout même lorsque tout se passe plutôt bien. Cette habitude est appelée râler. En France, se plaindre n'est pas seulement une expression de mécontentement, mais presque une manière de communiquer. On peut commencer la journée en se plaignant d'un train en retard, d'une augmentation des prix de l'électricité d'un temps capricieux ou d'une nouvelle décision du gouvernement. Ce qui est étrange, c'est que si vous souriez tout le temps et montrez trop de positivité, certains Français pourraient même penser que vous manquez de sincérité ou que vous êtes trop naïf. Dans leur culture, il n'est pas nécessaire de faire semblant d'être joyeux juste pour plaire aux autres. C'est aussi la raison pour laquelle le service en France peut parfois sembler froid aux touristes. Les Français ne valorisent pas vraiment l'idée que le client est roi. Les employés se considèrent comme égaux aux clients. Si vous êtes poli, tout se passe généralement bien. Mais si vous donnez des ordres pressés ou adoptez une attitude condescendante, ils peuvent répondre immédiatement avec froideur. Cependant, râler n'est pas entièrement négatif, c'est aussi une sorte de ciment social. Au lieu de commencer par des banalités, deux Français peuvent rapidement se rapprocher en se plaignant ensemble du trafic, des loyers ou des prix des aliments. Une petite plainte peut parfois ouvrir la voie à un débat sur l'économie, la politique et le fonctionnement de la société. Car pour les Français, se plaindre signifie souvent qu'ils se soucient encore des choses. Ils critiquent le service parce qu'ils veulent une meilleure qualité. Ils débattent parce qu'ils ne veulent pas accepter les choses en silence. Cet esprit se manifeste également dans les grèves et les manifestations. Lorsque les Français sont mécontents, ils ne se contentent pas de se plaindre dans un café. Ils descendent dans la rue, exercent des pressions et obligent le gouvernement à les écouter. Ainsi, ce que les étrangers perçoivent comme de l'irritation provient parfois d'une conviction très française. La vie est bonne, mais pas encore assez bonne pour cesser de se plaindre. C'est peut-être aussi pour cela que la France est surnommée le royaume des grèves, un endroit où les gens sont prêts à interrompre leur travail pour défendre la qualité de vie. Numéro 5. Spécialité de la grève et philosophie du travail pour vivre. Si un jour le système de métro cessait de fonctionner, que les écoles fermaient, que les vols étaient interrompus et que des centaines de milliers de personnes descendaient dans la rue pour protester contre une nouvelle politique gouvernementale, cela serait considéré comme un événement exceptionnel pour beaucoup. Mais en France, de telles images se sont répétées à maintes reprises au cours des dernières décennies. Les Français sont si célèbres pour leurs grèves qu'elles sont presque devenues une partie intégrante de leur identité nationale. Dès qu'il s'agit de changements liés aux retraites, aux heures de travail ou aux prestations sociales, une vague de contestation peut rapidement se répandre à travers le pays. À première vue, cela peut sembler déroutant pour de nombreuses personnes à l'extérieur. Pourquoi un pays riche, développé et avec un niveau de vie élevé proteste-t-il si souvent ? La réponse réside dans la façon dont les Français perçoivent la vie. Alors que dans notre culture, le travail est souvent considéré comme un élément très important pour définir le succès personnel en France, beaucoup de gens croient que le travail n'est qu'un moyen de servir la vie. La famille, le temps de repos, les repas prolongés avec des amis ou les longues vacances sont perçus comme des choses à protéger tout autant que l'argent. Peut-être que cette différence se manifeste le plus clairement dans la façon dont les Français perçoivent le temps et l'âge.
Dans d'autres pays développés, l'industrie anti-âge qui pèse des dizaines de milliards de dollars est construite autour de l'idée qu'il faut paraître plus jeune que son âge le plus longtemps possible. Mais en France, vous rencontrerez souvent des femmes de plus de 50 ou 60 ans qui apparaissent avec confiance dans la vie quotidienne sans être trop obsédées par le fait de cacher leur âge. Cela ne signifie pas que les Français ne se soucient pas de leur apparence. Au contraire, ils y tiennent beaucoup. Mais au lieu de poursuivre la jeunesse à tout prix, beaucoup privilégient l'élégance, la santé et la qualité de vie. Cela contribue à ce que les femmes françaises atteignent une espérance de vie moyenne très élevée, allant jusqu'à 8,4 ans. Ainsi, lorsque ces valeurs sont perçues comme menacées, de nombreux Français sont prêts à descendre dans la rue pour les défendre. Le paradoxe est que malgré leur réputation de grévistes et de manifestants, la France maintient l'une des plus grandes économies du monde. Et c'est précisément cette question qui suscite la curiosité. Comment un pays qui prend souvent des congés, qui manifeste régulièrement et qui débat fréquemment, parvient-il à créer des entreprises de premier plan et des industries compétitives à l'échelle mondiale? Pour comprendre cela, nous devons examiner la manière dont les Français définissent la productivité d'une manière très différente du reste du monde. Numéro 6. Comment un pays ou une grève peut-il rester riche? Si quelque chose surprend de nombreuses personnes lorsqu'elles découvrent la France, c'est que les Français travaillent beaucoup moins que ce que l'on pourrait imaginer. D'une puissance économique. Dans d'autres pays, l'image familière du succès est souvent associée à de longues semaines de travail, à des heures supplémentaires et à une culture qui encourage toujours à travailler plus pour obtenir davantage. Mais en France, cette philosophie n'est pas tout à fait correcte. Les travailleurs français bénéficient actuellement d'au moins 5 semaines de congés payés par an. Beaucoup d'entre eux consacrent presque tout le mois d'août à se reposer avec leur famille. La semaine de travail standard est limitée à environ 35 heures, ce qui est nettement inférieur à de nombreuses autres économies développées. Les repas prolongés en famille et les vacances annuelles, ou le temps consacré à soi-même, sont considérés comme une partie importante de la vie, et non comme une récompense qui n'apparaît qu'après la retraite. Si l'on se contente de ces éléments, beaucoup penseraient que l'économie française doit avoir du mal à rivaliser avec le reste du monde. Mais en réalité, c'est tout le contraire. La France possède actuellement l'une des plus grandes économies du monde. C'est le pays d'Airbus, l'un des 2 plus grands groupes de fabrication d'avions commerciaux au monde. Le système de train à grande vitesse, TGV, a établi des records de vitesse sur rail. Ce pays maintient également une industrie de la défense, de l'énergie et de la technologie aéronautique parmi les leaders en Europe. Cela soulève une question très intéressante. Comment un pays qui travaille moins peut-il créer autant de valeur? Une partie de la réponse réside dans la façon dont les Français définissent la productivité. Au lieu de se concentrer sur le nombre d'heures passées au travail, ils mettent souvent l'accent sur l'efficacité produite pendant ce temps. Cette idée influence de nombreux domaines, de l'éducation à l'urbanisme, en passant par la culture d'entreprise. Mais il y a une autre raison moins souvent mentionnée. Les Français ont longtemps compris que ce qui génère le plus de profit n'est pas toujours de produire davantage. Parfois, le plus grand profit provient de la capacité à faire en sorte que le monde entier soit prêt à payer plus cher pour le même produit. C'est pourquoi la France ne se contente pas de vendre des avions, des trains à grande vitesse ou des technologies. Ils vendent aussi des choses beaucoup plus intangibles. Un sac à main, un flacon de parfum, une marque, un rêve de vie élégante à la parisienne. Et c'est à partir de ces éléments apparemment invisibles que les Français ont construit un empire commercial d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars. Peut-être qu'aucun pays ne comprend mieux l'art de transformer le désir en profit que la France. Et peut-être nulle part cette mentalité n'est-elle plus évidente que dans les lois françaises. De nombreuses réglementations qui peuvent sembler très étranges au premier abord, cachent derrière chaque loi une manière de penser très caractéristique des Français. Numéro 7. Des lois étranges, mais très françaises. Si l'on se contente de survoler certaines lois en France, beaucoup pourraient penser que ce pays est plutôt étrange. Mais en y regardant de plus près, on réalise qu'elles reflètent très clairement la manière dont les Français perçoivent la vie. L'exemple le plus célèbre est la loi qui permet de se marier avec une personne décédée. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un roman, mais dans des cas particuliers, une personne peut être autorisée à finaliser son mariage avec un fiancé ou une fiancée décédée, et si elle peut prouver que les deux avaient réellement l'intention de se marier auparavant. La décision finale doit être approuvée,
au plus haut niveau de l'État. Pour beaucoup, cette idée peut sembler difficile à comprendre, mais pour de nombreux Français, c'est une manière pour la loi de protéger un engagement qu'ils estiment ne se termine jamais vraiment. Un autre exemple se trouve directement dans les supermarchés. Alors que des millions de tonnes de nourriture sont encore gaspillées chaque année à travers le monde, la France est devenue l'un des premiers pays à exiger que les supermarchés fassent don des aliments encore consommables plutôt que de les jeter. En d'autres termes, au lieu de protéger le droit de jeter, la loi privilégie la responsabilité sociale. Même en entrant dans un restaurant, les visiteurs peuvent être confrontés à un aspect assez différent. En France, si demander un restaurant doit fournir de l'eau du robinet gratuitement aux clients. Cela peut sembler tout à fait normal pour les habitants, mais cela surprend de nombreux touristes, surtout ceux qui sont habitués à payer pour presque toutes les boissons lors d'un repas. Les Français utilisent même la loi pour protéger leur langue. Les stations de radio doivent consacrer une part significative de leur temps d'antenne à des chansons en français afin de limiter l'empiètement de la culture populaire mondiale sur l'identité locale. Peut être nulle part ailleurs, la conception de la liberté individuelle des Français n'est-elle aussi clairement illustrée que dans la ville côtière de Cap d'Agde, dans le sud du pays. Ici se trouve une zone résidentielle particulière où la nudité totale en public est légalement autorisée. Pour beaucoup, cette idée peut sembler incroyable. Mais à Cap d'Agde, c'est tout simplement une partie de la vie quotidienne. Les habitants peuvent faire leurs courses, aller à la banque, se faire couper les cheveux ou participer à des activités quotidiennes sans avoir besoin de porter des vêtements. Ce qui est intéressant, c'est que cet endroit n'a pas été créé sur la base de la rébellion ou de l'opposition sociale. Au contraire, il fonctionne selon des règles très strictes de respect de vie privée et de comportement en public. Pour de nombreux Français, c'est un autre exemple montrant que la liberté ne signifie pas absence de limites, mais plutôt le droit de vivre selon ses choix tant que cela n'affecte pas autrui. Si l'on examine chaque loi individuellement, elles peuvent sembler sans lien entre elles. Mais mises ensemble, une image intéressante commence à se dessiner. Les Français n'utilisent pas simplement la loi pour maintenir l'ordre. Ils utilisent également la loi pour protéger ce qu'ils estiment précieux, la mémoire, la culture, la langue, la communauté, et parfois même des valeurs très ordinaires de la vie quotidienne. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les Français portent une attention particulière à quelque chose qui semble extrêmement banal. Une baguette. Car en France, le pain n'est pas seulement un aliment. C'est une partie de l'identité nationale. Numéro 8. Pourquoi les Français considèrent-ils une baguette si importante ? Imaginez qu'un jour, le gouvernement décide d'imposer des règles strictes sur la manière de préparer un plat traditionnel de votre pays. Cela peut sembler étrange. Mais en France, quelque chose de similaire s'est produit avec la baguette. Pour de nombreux étrangers, la baguette n'est qu'un long pain croustillant. Mais pour les Français, c'est une partie intégrante de leur identité nationale. À tel point que le gouvernement a édicté des règlements très précis sur la façon de faire une baguette traditionnelle. Selon ces règles, ce pain ne peut être fabriqué qu'avec 4 ingrédients de base: de la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Pas de conservateur, pas d'additifs industriels. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais cela reflète quelque chose de très important dans la culture française. Les Français ont tendance à protéger les valeurs traditionnelles, même si cela complique les choses. Alors que dans de nombreux endroits dans le monde, la priorité est donnée à une production plus rapide et moins coûteuse. Les Français sont souvent prêts à payer un peu plus pour ce qu'ils considèrent comme fait de manière authentique, et la baguette en est l'exemple parfait. Chaque année, les habitants de ce pays consomment environ 10 milliards de baguettes. En moyenne, des centaines de pains sont vendus chaque seconde à travers le pays. Dans de nombreuses petites villes, la boulangerie locale reste une partie essentielle de la vie communautaire. Les gens s'y retrouvent chaque matin pour discuter, échanger des nouvelles et maintenir des habitudes qui existent depuis des générations. C'est assez différent de l'expérience de nombreux étrangers. Pour nous, le pain est souvent un produit acheté avec beaucoup d'autres choses dans un supermarché. En France, beaucoup de gens prennent encore le temps de se rendre spécifiquement à une boulangerie juste pour acheter une baguette pour le dîner. Cette attache a également engendré des règles culturelles assez intéressantes. L'une d'elles est que poser une baguette à l'envers sur la table est considéré comme un mauvais présage. L'origine de cette croyance remonte à plusieurs siècles, lorsque les boulangers devaient réserver une baguette retournée pour le bourreau de la ville.
Au fil du temps, le fait de poser le pain à l'envers a été associé à la malchance. Bien que de nos jours, tout le monde ne croit pas encore à cela, beaucoup de gens évitent de le faire par habitude. Peut-être que ce sont ces petits détails qui ont conduit l'UNESCO à reconnaître le métier de boulanger traditionnel comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Car ce qui est préservé n'est pas seulement la recette du pain, mais aussi un mode de vie. Un mode de vie que les Français estiment que les plaisirs simples du quotidien méritent d'être préservés tout autant que les châteaux, les musées ou les monuments célèbres. Et si une simple baguette est traitée comme une partie du patrimoine national, il n'est pas surprenant que les Français puissent également transformer des ingrédients que beaucoup considèrent comme étranges en plats reconnus dans le monde entier. Numéro 9. Cuisine insolite, transformer ce qui est méprisé en une excellence. Si vous regardez pour la première fois le menu de certains restaurants traditionnels en France, de nombreux touristes devront y jeter un second coup d'œil pour s'assurer qu'ils ne lisent pas mal. Escargot, cuisses de grenouille, tête de veau, même des plats à base d'organes internes d'animaux. Pour beaucoup, ce ne sont pas vraiment des mets qui figurent dans un dîner idéal. Mais en France, certains plats de cette liste sont considérés comme des spécialités et apparaissent dans des restaurants ayant des siècles d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire ne commence pas vraiment par le luxe. Elle commence par l'économie. Dans la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les gens n'avaient pas les moyens de choisir les plus belles pièces de viande et de jeter le reste. Lorsque qu'un animal était abattu, presque toutes les parties étaient utilisées. Joue, langue, foie, cœur, estomac. Ce que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui comme étrange, était autrefois une partie très normale de la vie. Mais les Français ont fait quelque chose de différent. Ils n'ont pas seulement utilisé ces ingrédients. Ils ont cherché à les élever au rang d'art. Une tête de veau braisée peut nécessiter des heures de préparation. Un escargot au beurre à l'ail est préparé avec soin jusqu'au moindre détail. Même les saucisses à base d'organes internes ont leur propre recette transmise à travers les générations. Alors que dans de nombreux endroits, la valeur d'un plat est souvent liée à des ingrédients coûteux en France, la valeur réside parfois dans l'habileté et la finesse du chef. C'est une façon de penser assez différente. Elle reflète une caractéristique qui apparaît souvent dans la culture française. Les Français ne sont pas nécessairement attirés par ce qui est le plus cher. Ils sont attirés par ce qui est fait de la meilleure manière. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle un plat à base d'escargots peut devenir un symbole national, avec une consommation de 300 000 escargots par an, ou pourquoi une simple baguette peut être reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel. Car pour les Français, la valeur ne réside pas seulement dans l'objet lui-même. Elle réside dans l'histoire, l'habileté et la tradition qui l'entoure. Et peut-être nulle part cette philosophie n'est-elle plus évidente qu'à travers un monument que des millions de personnes considèrent aujourd'hui comme le symbole de la France. Ironiquement, lorsque ce monument est apparu, il a été détesté par les Français eux-mêmes. Numéro 10. Les monuments emblématiques. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est le symbole le plus célèbre de la France. Chaque année, des millions de touristes du monde entier affluent à Paris, juste pour voir de leurs propres yeux cette structure en fer. Mais il est ironique que lorsqu'elle est apparue à la fin du XIXe siècle, de nombreux Français la détestaient. Les écrivains, artistes et architectes célèbres de l'époque qualifiaient la Tour Eiffel de monstre en fer qui gâchait la beauté de Paris. Ce monument était même censé ne durer qu'environ 20 ans avant d'être démonté. Si tout s'était déroulé comme prévu à l'origine, le symbole le plus célèbre de la France aurait probablement disparu depuis longtemps. Mais le temps a tout changé. Fait intéressant, cette histoire ne concerne pas seulement la Tour Eiffel. La France semble avoir une relation particulière avec son histoire. Alors que de nombreux pays possèdent quelques châteaux célèbres, la France en compte plus de 40 000 éparpillés à travers le pays. Dans de nombreuses régions rurales, voir un vieux château est parfois aussi banal que de voir une église ou une petite place. L'histoire ici n'est pas dans les manuels scolaires. Elle se trouve juste en dehors de la fenêtre. Un des exemples les plus impressionnants est le palais de Versailles. Avec plus de 2300 pièces, plus de 1200 cheminées et des dizaines d'escaliers de toute taille, cet endroit était autrefois le symbole du pouvoir et du luxe de la royauté française. Pour de nombreux Américains, ces chiffres ressemblent davantage à ceux d'une immense station balnéaire qu'à ceux de la résidence d'une famille. Mais c'est justement ce luxe
qui a contribué à la mécontentement du peuple et est devenu l'un des symboles associés à la Révolution française. Il n'y a pas que des palais gigantesques. Au large de la Normandie se trouve un endroit qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. C'est le mont Saint-Michel. Ce monastère a été construit sur un petit îlot rocheux au milieu de la mer. Lorsque la marée monte, le chemin qui relie la terre ferme disparaît presque complètement, donnant à cet endroit l'apparence d'une forteresse solitaire au milieu de l'océan. Et si l'on veut comprendre à quel point les Français attachent de l'importance à l'histoire, il n'y a peut-être pas de meilleur endroit que le Louvre. La collection ici est si vaste que si l'on consacrait exactement 30 secondes à chaque objet, une personne pourrait mettre environ 100 jours à tout voir. C'est peut-être cela qui rend la France unique. Dans de nombreux endroits, l'histoire est quelque chose à se souvenir. En France, l'histoire est quelque chose à vivre. Elle se manifeste dans des monuments autrefois détestés, dans des palais luxueux, dans des monastères au milieu de la mer et dans des musées gigantesques qui continuent de raconter l'histoire de milliers d'années. Mais ce qui est fascinant, c'est que toutes les parties de l'histoire de Paris ne se trouvent pas à la surface. En dessous des boulevards animés et des célèbres cafés, se cache un monde totalement différent que très peu de gens ont eu l'occasion de voir. Numéro 11. La France ne se limite pas à l'Europe. Lorsque l'on regarde la carte, la France semble n'être qu'un pays situé à l'ouest de l'Europe. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. En réalité, le territoire français s'étend sur plusieurs continents et océans, au point que ce pays possède plus de fuseaux horaires que tout autre pays au monde. Au total, il y a 12 fuseaux horaires différents, plus que la Russie et les États-Unis. Cela signifie que lorsque les Parisiens prennent leur petit déjeuner, certains citoyens français de l'autre côté du globe peuvent être en train de terminer leur journée de travail. L'origine de cette particularité réside dans les territoires d'outre-mer hérités de l'époque impériale. Des Caraïbes en Amérique du Sud jusqu'à l'océan Indien et le Pacifique, la France maintient une présence dans de nombreux endroits à travers le monde. Et c'est précisément cela qui crée une réalité qui surprend beaucoup de gens. La plus longue frontière terrestre de la France ne se trouve pas en Europe, elle ne touche pas l'Allemagne, elle ne touche pas l'Espagne, mais elle se situe au milieu de la forêt amazonienne. Le territoire de la Guyane française, en Amérique du Sud, partage une frontière d'environ 730 km avec le Brésil. En d'autres termes, la plus longue frontière de la France se trouve au cœur de l'une des plus grandes forêts tropicales de la planète. Pour beaucoup, cela ressemble davantage à une énigme géographique qu'à une réalité. Mais l'influence des territoires d'outre-mer ne s'arrête pas à la carte. Ils permettent également à la France de posséder une immense zone économique exclusive en mer, s'étendant à travers les océans. Si l'on prend en compte ces mers, l'empreinte de la France est bien plus vaste que l'image familière d'un pays européen de taille relativement modeste. Fait intéressant, la France moderne ressemble à un mélange de deux mondes. D'une part, c'est un pays célèbre pour ses châteaux anciens, ses églises centenaires et ses rues chargées d'histoire. D'autre part, son influence s'étend de la forêt amazonienne aux îles du Pacifique. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle beaucoup sous-estiment la véritable ampleur de la France. Car derrière l'image d'un pays de mode, d'art et de baguettes, se cache un réseau de territoires, de culture et d'histoire qui s'étend à l'échelle mondiale. Mais parmi toutes les traces que l'histoire a laissées sur la France, il existe un endroit si particulier que les gens ne peuvent presque plus y retourner vivre après plus d'un siècle. Une terre où la guerre n'est pas encore vraiment terminée. Numéro 12. Zone rouge, une terre morte, devenue nature sauvage. S'il existe un endroit qui permet de comprendre pourquoi les Français perçoivent la vie différemment de nombreux autres pays, c'est probablement la zone rouge. Située dans l'est de la France, cette région s'étend sur des dizaines de milliers d'acres et a été mise en quarantaine pendant plus d'un siècle. Non pas à cause de secrets militaires, non pas à cause d'une catastrophe nucléaire, mais en raison des conséquences de la Première Guerre mondiale. Entre 1914 et 1918, certaines des batailles les plus féroces d'Europe se sont déroulées sur ces terres. Des millions d'obus ont été tirés. Le sol a été labouré par les bombes, les gaz toxiques et des armes jamais vues auparavant dans l'histoire. Lorsque la guerre s'est terminée, certaines zones étaient si gravement ravagées que le gouvernement français a conclu qu'il était trop dangereux de permettre aux gens de revenir s'y installer. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux endroits dans la zone rouge contiennent encore des munitions non explosées, des métaux lourds et des substances toxiques enfouies dans le sol.
Chaque année, des agriculteurs et des équipes de déminage continuent de découvrir des obus datant de plus d'un siècle. Pour de nombreux Américains, la guerre mondiale est souvent perçue comme des récits dans des livres d'histoire ou des documentaires. Mais dans certaines régions de France, la guerre demeure présente dans le sol sous leurs pieds. Fait intéressant, la nature a réagi d'une manière très différente. Lorsque les humains sont partis, la végétation a progressivement repris ses droits. Les forêts se sont développées. La faune est réapparue. De nombreuses zones, autrefois des champs de bataille sanglants, sont devenues des espaces verts presque vierges. Un paradoxe familier de la France se manifeste. L'endroit qui représentait la destruction est devenu celui où la nature renaît le plus vigoureusement. Et peut être que cela reflète également l'image de tout ce pays. Un pays qui a connu des révolutions, des guerres, des divisions et d'innombrables bouleversements. Un pays célèbre pour sa contestation, ses débats et son incessante remise en question de tout. Mais c'est aussi à partir de ces conflits qu'ils ont créé l'art, la philosophie, la mode, la gastronomie et l'influence culturelle que le reste du monde continue d'admirer. Peut être que la France n'est pas un pays aussi parfait que les cartes postales touristiques le décrivent souvent. Paris n'est pas toujours romantique. Les Français ne sont pas toujours agréables. Et la vie ici est pleine de contradictions. Mais peut être que ce sont justement ces contradictions qui confèrent à la France son attrait particulier. Un pays qui ne cherche pas à devenir un modèle pour le monde. Mais en vivant selon ses propres valeurs, il suscite la curiosité et l'intérêt du monde entier. Si cela vous intéresse, faites-nous savoir quelle vérité sur la France vous a le plus surpris dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures avec Terre d'origine.